Je m'appelle Julius, j'ai 32 ans et je suis ingénieur logiciel. J'ai bâti toute ma vie sur la logique et le code, mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé au moment où mes parents ont prononcé ces mots: le meilleur cadeau pour le mariage de ta sœur est que tu disparaisses de notre famille pour toujours. Ces mots ont brisé mon monde, mais je n'ai ni supplié ni demandé d'explication. J'ai simplement fait mes valises, pris mes clés et fermé la porte de leur maison comme s'il s'agissait d'un point final définitif. Ce qui s'est passé ensuite a changé toute mon existence pour toujours. Avant de poursuivre mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Mettez un like et abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires sur comment trouver la force lorsque la famille vous abandonne. En grandissant dans la banlieue du Massachusetts, j'ai toujours cru que nous étions la parfaite famille américaine. Mon père, Richard, travaillait comme avocat d'affaires et ma mère, Martha, gérait une agence immobilière prospère. De l'extérieur, nous avions tout: une maison coloniale avec un jardin parfaitement entretenu, des vacances en famille à Martha's Vineyard et des cartes de Noël avec nos visages souriants et nos vêtements assortis. Mais sous cette façade parfaite se cachait une autre réalité, une où tous les enfants n'étaient pas estimés de la même manière. Les différences dans la façon dont ils traitaient ma sœur Stéphanie et moi ont commencé modestement. Quand je ramenais que des 20 en maths avancées, mes parents hochaient la tête et disaient: « C'est ce que nous attendons de toi. » Mais quand Stéphanie passait l'algèbre de base avec un 15/20, ils célébraient avec un dîner dans son restaurant préféré. « Ta sœur travaille si dur, » disait-il, « nous devons reconnaître son effort. » J'avais 10 ans et je ne pouvais pas expliquer pourquoi cela me faisait si mal. Les foires aux sciences sont devenues mon champ de bataille pour attirer l'attention. En 6e, j'ai construit un petit panneau solaire fonctionnel qui alimentait une horloge numérique. Mon père l'a regardé un instant avant de partir pour le récital de danse de Stéphanie et a dit: « Projet intéressant, mais nous devons nous dépêcher ou nous allons manquer le solo de ta sœur. » J'ai remporté la première place, mais mon trophée est resté oublié sur mon bureau, tandis que les rubans de participation de Stéphanie au concours de danse décoraient le salon. Julius a un talent naturel, disait ma mère à ses amis, minimisant mes réussites comme si elles étaient faciles, sans reconnaître les nuits où je veillais jusqu'à minuit à lire des livres de mathématiques avancées. Stéphanie doit travailler pour tout ce qu'elle obtient. Ça lui forge le caractère, disait-il, comme si mes efforts ne comptaient pas. En grandissant, ces petites différences sont devenues plus grandes, plus douloureuses. Chaque compliment que Stéphanie recevait sonnait comme un rappel silencieux que j'étais toujours un pas derrière, même lorsque mes accomplissements étaient plus grands ou plus difficiles. Mais je ne l'ai compris que bien plus tard, lorsque ces blessures ont commencé à définir ma vision de ma famille et de moi-même. Cette histoire m'a suivi tout au long du lycée. On me disait toujours que mon succès était dû à mon talent naturel. Les moindres actions de Stéphanie étaient applaudies comme de la détermination. Dès mon plus jeune âge, ma passion pour l'informatique a commencé à s'épanouir. À 14 ans, j'ai créé un programme simple qui aidait mon père à organiser les dossiers de ses clients. « C'est bien, » a-t-il dit, « mais tu devrais te concentrer davantage sur l'équipe de débat ou le conseil des élèves, des choses qui te mèneront à l'élite. » Quand j'ai exprimé mon intérêt pour la programmation comme carrière, ma mère a soupiré. « Les ordinateurs ne sont qu'une phase. Tu es fait pour quelque chose de plus prestigieux, comme le droit ou la médecine. » La dernière année de lycée a apporté la décision de l'université, ce qui n'a fait qu'agrandir le fossé entre nous. Malgré mes scores parfaits au SAT et le fait d'être major de ma promotion, j'ai choisi le programme d'informatique de l'université d'État avec une bourse complète, plutôt que de m'endetter massivement pour aller à Cornell. Le jour où j'ai annoncé ma décision, le visage de mon père s'est décomposé. « Nous t'avons donné tous les avantages, » a-t-il dit. « Et c'est comme ça que tu nous rembourses. » Ce n'est pas un manque d'ambition, c'est un choix pratique, ai-je expliqué. Même éducation, pas de dette, et leur département de programmation est encore mieux classé. Pratique, a répété ma mère avec déception. Ça a toujours été ton problème, Julius. Tu ne vises jamais plus haut. 2 ans plus tard, Stéphanie a choisi une université privée d'arts libéraux au classement médiocre et au coût exorbitant. Mes parents rayonnaient de fierté. Elle suit son cœur, disait-il, et elle se connecte avec les bonnes personnes. Ils n'ont jamais mentionné les frais de scolarité qui mettaient leurs finances à rude épreuve, alors que je travaillais à temps partiel pour couvrir mes dépenses minimales malgré ma bourse. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai rejoint une start-up technologique et j'ai rapidement gravi les échelons. À 28 ans, j'avais développé un algorithme de sécurité breveté, gagné un revenu substantiel et acheté un appartement chic dans le quartier de Back Bay à Boston.
L'indépendance financière m'a donné de la distance par rapport aux critiques de mes parents, mais je désirais toujours leur approbation d'une manière qui me faisait honte d'admettre. Chaque promotion ou prime semblait être une nouvelle occasion de les rendre enfin fiers. Mais ils restaient impassibles. Les ordinateurs, disait mon père avec un geste dédaigneux. Peu importe ce que j'accomplissais, cela ne semblait jamais suffisant. Chacun de mes succès était considéré comme normal, attendu, tandis que le moindre petit effort de Stéphanie était célébré comme s'il était extraordinaire. Cette comparaison constante, silencieuse mais persistante, a laissé des marques profondes en moi, des marques que je mettrais des années à comprendre et à accepter. Avec le temps, j'ai appris que la validation que je cherchais tant à l'extérieur de moi-même ne viendrait jamais d'eux. Et même si cela me faisait mal, cette leçon est devenue l'étincelle qui m'a poussé à créer mon propre chemin, loin de l'ombre de leurs attentes et de leurs préjugés. Chaque ligne de code que j'écrivais, chaque projet que je terminais, était un rappel que je pouvais construire quelque chose de solide par moi-même, sans dépendre des applaudissements extérieurs. « Tu veux vraiment faire ça pour toujours ?» m'a demandé mon père un jour, avec ce ton de reproche qu'il avait toujours quand nous parlions de ma carrière. Ton cousin Michael vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat. Les choses ont changé de manière notable lorsque Stéphanie, après avoir enchaîné les emplois en marketing sans grand succès, a commencé à sortir avec Bradley Whitmore. Les Whitmore possédaient une chaîne d'hôtels de luxe et évoluaient dans des cercles sociaux que mes parents avaient toujours rêvé d'atteindre. Soudain, l'ascension sociale de mes parents est passée à la vitesse supérieure, comme s'ils avaient appuyé sur un bouton turbo. La famille de Bradley connaissait le gouverneur, que ma mère mentionnait dans chaque conversation. Sa sœur apparaissait dans les magazines de Boston sur les listes des 30 de moins de 30 ans. Le message était clair. Stéphanie faisait enfin quelque chose de bien, quelque chose de plus précieux que n'importe lequel de mes accomplissements. Lors d'un rare dîner de famille, célébrant ma promotion au poste de développeur senior, mon père m'a interrompu alors que j'expliquais l'expansion de l'entreprise et m'a dit « As-tu envisagé d'obtenir un titre qui sonne plus impressionnant ?» Développeur ne transmet pas l'autorité. Plus tard dans la soirée, alors que Stéphanie montrait des photos de son week-end dans la maison du lac de la famille Whitmore, mes parents se penchaient en avant avec une attention totale, comme des paparazzis absorbant chaque détail. « Julius », a dit ma mère sans quitter les photos des yeux. « Tu devrais laisser l'ami de Stéphanie, Taylor, te donner des conseils de mode. La première impression compte beaucoup dans ce monde. » Cette nuit-là, en rentrant à mon appartement, j'ai réalisé une vérité douloureuse. Aucun niveau de succès ne serait jamais suffisant. Mes accomplissements n'étaient pas dans la monnaie qu'ils valorisaient. Ce qui comptait pour eux, c'était le statut social, les relations et les apparences. Cependant, une partie têtue de moi croyait encore qu'un jour je pourrais gagner leur respect par mes propres mérites. Je n'avais aucune idée à quel point cet espoir serait complètement anéanti, ni à quel point cela arriverait vite. L'annonce des fiançailles a eu lieu lors d'un dîner élaboré au restaurant Milano. Le genre d'endroit où les menus n'affichent pas les prix et où les serveurs parlent à voix basse comme si l'ambiance exigeait la solennité. Mes parents avaient mystérieusement insisté pour que je vienne, m'appelant 3 fois pour confirmer que je prendrais congé du travail. C'est une occasion familiale spéciale, a souligné ma mère. Ta présence est non négociable. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé toute la famille élargie de Bradley, parents, grands-parents, frères et sœurs, et même un oncle qui avait pris l'avion depuis Londres. Stéphanie, dans sa robe élégante, s'est levée et a doucement tapé sur son verre de cristal. Bradley s'est agenouillé et a sorti un diamant qui captait la lumière dans toute la salle. Malgré la relation complexe que nous avions, j'ai ressenti un bonheur sincère pour elle. Pendant le toast, j'ai levé mon verre et j'ai dit à ma sœur avec sincérité, que cette nouvelle vie ensemble vous apporte tout le bonheur que vous méritez. Chaque mot venait du cœur, même si au fond, je savais que l'approbation que je désirais tant de mes parents restait impossible à atteindre. Tandis que les applaudissements emplissaient la salle et que les flashs des téléphones capturaient chaque sourire, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment mes parents échangeaient des regards de fierté vers Stéphanie et Bradley. Tout ce que j'avais accompli semblait invisible à leurs yeux. La sensation était étrange, un mélange de fierté et d'amertume silencieuse, un rappel que mes efforts ne seraient jamais mesurés avec la même aune. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, alors que les lumières de la ville défilaient rapidement devant moi, j'ai compris quelque chose de plus profond. Ils n'allaient jamais valoriser mes réussites de la même manière qu'ils valorisaient celles de Stéphanie. Mais en même temps, pour la première fois, j'ai ressenti une étincelle de liberté, car même s'ils n'avaient pas Dieu pour moi, je pouvais, moi, regarder ma propre vie et être fier de ce que j'avais construit.
Après le dîner, Bradley m'a approché au bar. « Julius », a-t-il dit en me donnant une tape sur l'épaule avec cette aisance étudiée de ceux qui veulent paraître décontractés. « Stéphanie m'a dit que tu travailles avec les ordinateurs. »« Je suis ingénieur logiciel, spécialisé en cybersécurité », ai-je répondu. « Fascinant », a-t-il dit, clairement sans aucun intérêt. « Mon entreprise utilise un type en Inde pour les trucs du site web. On économise une fortune. » Il s'est penché un peu vers moi et a ajouté à voix basse, « Entre nous, combien gagne quelqu'un à ton poste ? » À peu près. Avant que je puisse répondre, il a continué, « C'est que j'ai pensé à créer une fondation pour les jeunes défavorisés intéressés par les métiers techniques. Peut-être que c'est quelque chose auquel tu pourrais contribuer. » La condescendance était impossible à ignorer. Dans le monde de Bradley, ma carrière n'était pas une profession sérieuse nécessitant des diplômes avancés et des connaissances spécialisées. Pour lui, c'était juste un métier technique. Je me suis excusé et j'ai cherché ma mère, qui était au milieu d'une conversation profonde avec la mère de Bradley. « Julius », a dit ma mère, trop joyeuse. « Je racontais justement à Eleanor les rénovations de ton appartement. »« L'appartement est très bien comme il est », ai-je corrigé. « Je n'ai fait aucune rénovation. » Ma mère a ri nerveusement. Toujours aussi modeste. Il l'a complètement réimaginé. Il a engagé l'un des meilleurs designers de Boston. Cette nuit a marqué le début d'un nouveau schéma, mes parents me réinventant pour répondre aux attentes de la famille Whitmore. Chacune de mes actions, chacune de mes réussites était réinterprétée et façonnée pour paraître digne d'eux. Au cours des semaines suivantes, les préparatifs du mariage se sont intensifiés, tout comme leurs efforts pour peaufiner mon image. « Nous allons te prendre rendez-vous chez Milano, Taylor », a annoncé mon père lors d'une visite inattendue à mon appartement. La famille de Bradley les recommande pour les costumes des garçons d'honneur. Je ne suis pas garçon d'honneur, ai-je fait remarquer. Eh bien, tu auras quand même besoin d'un costume convenable, a-t-il dit en parcourant mon salon avec un regard de dédain à peine dissimulé. Et peut-être quelques nouveaux meubles avant la fête de fiançailles ici le mois prochain. Chaque visite, chaque commentaire, chaque suggestion était imprégnée de ce sentiment que je n'étais jamais assez bien, que je devais me changer, m'améliorer et m'adapter au monde de Stéphanie et Bradley. Mon appartement, mon style, même ma façon de me présenter, tout devait passer par le filtre de leurs attentes. Parfois, je restais seul après ces visites, assis dans mon salon tel quel, me demandant quand, si jamais, je pourrais exister en tant que Julius, sans avoir à devenir la version qu'il voulait montrer au monde. La pression était silencieuse, mais constante, et chaque jour qui passait, elle se faisait plus lourde. Cette dynamique a commencé à se répéter comme un cycle. La famille Whitmore progressait, Stéphanie brillait, et mes parents transformaient chaque aspect de ma vie pour qu'il corresponde à leur version du succès. Tout était une façade, et je me sentais piégé entre la vérité de qui j'étais et l'image qu'ils voulaient projeter. Une fête ici ? C'est la première fois que j'entends parler de ça, ai-je dit à ma mère, surpris. Ton appartement est parfaitement situé, a-t-elle interrompu rapidement. Et nous avons pensé que ce serait bien de montrer aux Whitmore que toute notre famille a bon goût. Elle a souligné le dernier mot en jetant un coup d'œil à mon canapé, confortable mais tout à fait normal. La pression ne cessait de monter. Ma mère m'envoyait des messages tous les jours avec des suggestions de toutes sortes, des recommandations de coupe de cheveux au coach en art oratoire qui pourraient m'aider à perfectionner ma manière de parler en public. Mon père envoyait des liens vers des montres de luxe qui feraient la bonne déclaration lors des événements du mariage. Puis est venu le défilé de femmes. D'abord, ils ont invité Caroline, la cousine de Bradley, à dîner avec notre famille. Quel esprit brillant, disait ma mère après l'avoir rencontrée. Elle termine son doctorat en histoire de l'art à Harvard. Tu ne l'as pas trouvée fascinante, m'a-t-elle demandé. Eh bien, nous n'avons pas grand-chose en commun, ai-je répondu honnêtement. Ma mère a soupiré de façon dramatique. Tu dois élargir tes intérêts, Julius. Personne ne veut t'entendre parler d'algorithmes informatiques toute la nuit. Ensuite, il y a eu Elisa, la fille d'un partenaire commercial de la famille Whitmore. Puis Victoria, qui siégeait à 3 conseils d'administration caritatifs très prestigieux. Chaque présentation venait avec la même attente transparente, que je me transforme en quelqu'un digne de ces relations, quelqu'un qui s'intégrerait parfaitement dans ce monde d'élite sociale. La situation a atteint un point critique lors de la fête de fiançailles organisée dans un hôtel pas dans mon appartement, après mon refus. Stéphanie m'a tiré à part pendant l'événement avec une expression tendue. «
Tu ne peux pas faire plus d'efforts, a-t-elle sifflé. Les parents de Bradley t'ont vu vérifier ton téléphone pendant le toast de son père. J'ai reçu une alerte sur une possible faille de sécurité au travail, ai-je expliqué. Je m'assurais juste que nos systèmes n'étaient pas compromis. C'est exactement ce dont parlent maman et papa, a-t-elle dit. Tu ne comprends pas les priorités. Cette soirée est importante pour moi, et toi, tu penses au travail. Si, je comprends les priorités, ai-je répondu. J'ai donné la priorité à ma présence ici malgré une urgence au travail, mais apparemment ce n'était pas suffisant. Pendant un instant, son expression s'est adoucie. J'ai pu voir une lueur de compréhension dans ses yeux, mais elle fut brève, presque imperceptible, et bientôt la tension de la fête est revenue. Les autres nous observaient, et le rappel silencieux que tout ce que je faisais ne semblait pas suffisant pour les autres. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose de plus. Ce n'était pas seulement une question d'effort, de travail, ou de succès professionnel. Il s'agissait de se conformer à un moule social, une norme que je n'avais pas choisie mais qu'on m'obligeait à suivre. Chaque sourire forcé, chaque conversation soigneusement mesurée, chaque geste, tout faisait partie d'un jeu dont je ne connaissais pas les règles, et cela m'épuisait plus que je ne pouvais l'admettre. « Julius, je veux que tu fasses partie de ça », a dit Stéphanie d'une voix ferme. « Mais tu rends les choses si difficiles quand tu refuses de faire un effort avec la famille de Bradley. » Qu'est-ce qui serait considéré exactement comme faire un effort, ai-je demandé avec une pointe de frustration. Prétendre être quelqu'un que je ne suis pas? Elle n'a pas répondu directement. Le plan de table pour le dîner de répétition est déjà compliqué. Bradley a 4 garçons d'honneur, plus des membres de la famille qui viennent de l'étranger. L'implication flottait entre nous comme un silence lourd. J'étais en train de devenir un inconvénient logistique. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'invitation de mariage adressée uniquement à Julius Montgomery, sans accompagnant. La même semaine, ma mère a mentionné nonchalamment que je n'avais pas été inclus dans les photos de fiançailles pour des limitations d'espace dans le studio. Puis est venue la nouvelle que l'enterrement de vie de garçon était réservé aux membres du cortège nuptial et que le brunch familial serait uniquement pour la famille immédiate et les participants à l'événement. Peu à peu, on m'effaçait des célébrations, présent seulement lorsque c'était absolument nécessaire, toujours avec l'instruction non écrite d'occuper moins d'espace, de parler moins, et de devenir en quelque sorte invisible tout en étant physiquement là. Puis est arrivé le vendredi soir, 3 mois avant le mariage, où tout a finalement éclaté. Cette soirée a commencé innocemment, un autre dîner de famille, cette fois avec les parents de Bradley nous rejoignant chez mes parents. La conversation portait sur des sujets sur le lieu du mariage, les plans de lune de miel à Bora Bora, et le dernier essayage de la robe de Stéphanie prévu pour la semaine suivante. Je participais quand c'était approprié, sinon, je me concentrais sur le pot-au-feu de ma mère, un rare plat fait maison, faisant partie de sa campagne pour impressionner les Whitmore. Quand le dessert a été servi, le père de Bradley, Harold, s'est éclairci la gorge. « Richard, Martha, il y a quelque chose dont Eleanor et moi voulions discuter à propos de la réception. » Mon père s'est immédiatement redressé sur sa chaise. « Bien sûr, tout ce que vous voulez. » Nous avons finalisé notre liste d'invités, a poursuivi Harold, et comme vous le savez, j'ai invité plusieurs collègues du secteur hôtelier, dont 2 anciens gouverneurs et un sénateur. Des relations merveilleuses, a acquiescé ma mère avec enthousiasme. Oui, bien sûr. Harold m'a jeté un bref regard. Certaines de ces personnes sont assez traditionnelles, soucieuses de leur image, pour ainsi dire. J'ai senti la température de la pièce chuter d'un coup. J'ai posé ma fourchette dans mon assiette, conscient que la conversation m'impliquait désormais directement. Nous comprenons parfaitement, a dit mon père rapidement, bien que rien d'explicite n'ait été dit. Eleanor Whitmore s'est essuyé les lèvres avec une serviette avant d'ajouter « Nous avons toujours appris à Bradley que le caractère importe par-dessus tout, et nous ne jugeons certainement pas les gens pour leur choix peu conventionnel. » Un autre regard dans ma direction. Mais certains de nos invités pourraient ne pas être aussi ouverts d'esprit. De quoi parlons-nous exactement, ai-je demandé directement, en essayant de garder mon calme. Un silence gêné a suivi jusqu'à ce que Bradley prenne la parole. Julius, ce n'est rien de personnel. Et à ce moment-là, j'ai su que ce qui semblait être une conversation triviale sur le mariage était en réalité un avertissement silencieux. Je ne m'intégrerai jamais dans le monde qu'il valorisait. Chaque geste, chaque commentaire était chargé de jugement, et ma place dans la famille et au mariage était définie non pas par qui j'étais, mais par qui il voulait que je sois.
C'est juste que certaines de ces personnes sont très importantes pour les affaires de ma famille et ont certaines attentes sur le type d'événement que ce sera, a expliqué Bradley avec précaution, en observant mes réactions. Des attentes que, d'une manière ou d'une autre, je sens que tu ne remplis pas. Les yeux de Stéphanie se sont remplis de larmes. Julius, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Tout le monde essaie juste de s'assurer que le mariage soit parfait, a-t-elle dit alors que je restais silencieux, ne sachant que répondre. Peut-être, a poursuivi Eleanor avec délicatesse, pourrais-tu faire quelques ajustements pour l'occasion. Une coupe de cheveux plus traditionnelle, un smoking classique plutôt que le style moderne que tu préfères. Ma coupe de cheveux était déjà un style professionnel standard, et je n'avais jamais mentionné de préférence en matière de smoking. Ces commentaires ne concernaient pas vraiment mes vêtements ou mes cheveux, ils étaient un symbole de leur véritable préoccupation, que, d'une manière ou d'une autre, je ne correspondais pas à l'image idéale qu'ils avaient. Julius, a supplié Stéphanie, la voix brisée, fais juste un petit effort de plus, s'il te plaît. Pour moi. C'est le jour le plus important de ma vie. Le repas s'est terminé avec des politesses forcées, et alors que les Whitmore se préparaient à partir, mon père m'a tiré à part. « Attends dans mon bureau », a-t-il dit à voix basse. « Ta mère et moi devons te parler. » 20 minutes plus tard, après avoir vu la famille de Bradley partir, mes parents sont entrés dans le bureau au mur en bois, où j'avais passé tant d'heures de mon enfance à regarder mon père travailler, espérant une bribe de son attention. « Julius », a commencé mon père d'une manière inhabituellement hésitante. Tu comprends à quel point ce mariage est important pour Stéphanie. Et pour vous, ai-je ajouté, essayant de briser la tension. Il a ignoré mon commentaire. Les Whitmore évoluent dans des cercles auxquels nous avons toujours voulu appartenir. Cette connexion pourrait tout changer pour notre famille, est intervenue ma mère. Richard, soyons directs, a-t-elle dit en se tournant vers moi avec une expression qui mêlait détermination et autre chose, peut-être de la culpabilité. Julius, nous avons toujours été fiers de toi, à notre manière. Mais tu dois admettre que tu as toujours été différent. Différent comment, ai-je demandé, le cœur battant plus vite. Tu sais de quoi nous parlons, a-t-elle poursuivi. Tu ne t'es jamais vraiment intégré au type de personne que les Whitmore fréquentent. Tes intérêts, tes choix de carrière, même ta façon de parler. Tout cela est un peu décalé pour leur cercle. Mon père s'est penché en avant. Ce que ta mère essaie de dire, c'est que ta présence au mariage pourrait créer une tension. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une déclaration claire. Il ne me voyait pas m'intégrer et me demandait de changer, de m'adapter, de devenir quelqu'un de différent juste pour que Stéphanie et les Whitmore soient heureux. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'avais évité d'accepter pendant des années. Peu importe mes efforts, pour eux, je serai toujours différent, et cela suffisait pour que je ne sois pas assez bien. Ce n'est pas à cause de quelque chose que tu as fait de mal, a ajouté rapidement mon père. C'est la façon dont les autres pourraient te percevoir. Alors, qu'est-ce que vous me demandez exactement, ai-je dit, bien que je le savais déjà. Mon père a pris une profonde inspiration. Si tu veux vraiment offrir à ta sœur un cadeau qui rendra son jour de mariage parfait, il a fait une pause. Peut-être que le meilleur cadeau serait que tu ne sois pas là. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Que tu disparaisses de la réunion de famille, a ajouté ma mère d'une voix étrangement calme. Juste pour ce jour. Cela rendrait tout beaucoup plus facile pour tout le monde. Disparaître, ai-je répété, le mot vide dans ma bouche. Du mariage de ma sœur, de la famille, juste pour cette occasion. Mon père a essayé de clarifier, mais sa clarification n'a fait qu'empirer les choses. Et si tu refuses, a soupiré ma mère, alors tu seras responsable de tout malaise ou embarras qui pourrait survenir. C'est vraiment ce que tu veux pour le jour spécial de Stéphanie? À ce moment, avec une clarté parfaite, j'ai compris quelque chose que j'avais jusqu'alors évité d'accepter. Rien de ce que j'aurais pu faire, aucune réussite académique, professionnelle, personnelle ou financière ne me rendrait jamais vraiment acceptable à leurs yeux. La réalité était dévastatrice, mais en même temps, étrangement libératrice. Je comprends. C'est tout ce que j'ai dit en me levant de ma chaise. Julius, a appelé mon père alors que je me dirigeais vers la porte. Sois raisonnable. Ce n'est pas pour toujours. Seulement pour toujours, ai-je terminé la phrase pour lui dans ma tête. C'était ce qu'il demandait vraiment. Car si je ne suis pas le bienvenu à l'événement familial le plus important, alors je ne fais pas vraiment partie de la famille.
J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, sans musique, sans appel, juste le son des pneus sur l'asphalte et ma propre respiration. Mon appartement, qui était normalement un sanctuaire, m'a soudain semblé étrange. Un lieu rempli de souvenirs de quête d'approbation qui n'arriverait jamais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé d'amis pour me confier. Je me suis assis sur mon balcon jusqu'à l'aube, regardant les lumières de la ville et prenant la décision la plus importante de ma vie. À l'aube, je savais exactement ce que je devais faire. Si disparaître était le meilleur cadeau que je pouvais offrir à ma sœur, alors je le ferais. Mais je le ferais complètement à ma manière et de ma propre décision. Le plan a pris forme avec une clarté inattendue alors que je regardais le soleil se lever depuis mon balcon. Si ma famille voulait que je disparaisse, je répondrais à leurs demandes, mais pas de la manière partielle qu'ils attendaient. Non, ce serait une coupure totale, une rupture définitive qui ne laisserait aucun doute sur qui avait pris la décision et ce que cela signifiait. D'abord, les questions pratiques. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte d'investissement familial que mes parents avaient créé des années auparavant. Initialement, il était destiné à nous trois, mes parents, Stéphanie et moi, mais avec le temps, il avait beaucoup grandi grâce à mes contributions, surtout après la vente du brevet de mon algorithme de sécurité. Bien que nous ayons tous un accès, j'étais l'administrateur principal car mes connaissances financières dépassaient les leurs. Le solde du compte était d'un peu plus de 400 000 $. Avec soin, j'ai transféré mes contributions documentées, 326 000 $ plus les intérêts accumulés, sur mon compte personnel. Le solde restant, y compris tous les investissements de mes parents, je les laissais intacts. Il ne s'agissait pas de prendre ce qui ne m'appartenait pas, mais de récupérer ce qui m'appartenait de droit. Ensuite, j'ai appelé mon agent immobilier, Maria. « Julius, quelle surprise de t'entendre un samedi matin », a-t-elle dit joyeusement. « Je vais vendre mon appartement », ai-je dit immédiatement. « J'accepterai la première offre raisonnable. »« Tout va bien », a-t-elle demandé, une inquiétude évidente dans sa voix. « Oui, tout ira bien », ai-je répondu. « À quelle vitesse pouvons-nous le mettre en vente ?» L'appartement que mes parents avaient utilisé comme leur vitrine, amenant des amis sans préavis, organisant de petites réunions chaque fois qu'ils visitaient Boston, appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. L'espace qu'ils avaient simultanément critiqué comme un « appartement de célibataire » et vanté comme l'un des plus prestigieux de Boston cesserait d'être leur accessoire social. Le lundi matin, l'appartement était en vente. Le mercredi, j'avais 3 offres. Le vendredi, j'en ai accepté une légèrement au-dessus du prix demandé, avec une clôture dans 30 jours. La rapidité de la transaction correspondait à la clarté que je ressentais quant à ma décision. Pendant ce mois, je me suis méticuleusement déconnecté de chaque lien qui m'attachait au réseau familial. Je me suis retiré comme bénéficiaire des polices d'assurance vie de mes parents. J'ai officiellement démissionné de mon poste symbolique au conseil d'administration de la fondation caritative de mon père. J'ai transféré mes actions avec droit de vote dans l'agence immobilière de ma mère à son nom. Chaque lien que je rompais me donnait l'impression de me délester d'un poids que je n'avais pas remarqué que je portais. Chaque signature sur des documents légaux me donnait l'impression de réclamer un morceau de moi-même. La tâche la plus difficile a été de trier mes affaires. Chaque objet avait un souvenir, une charge émotionnelle, un fragment d'années passées à essayer de m'intégrer dans un monde qui ne m'avait jamais complètement accepté. Mais avec chaque boîte que je faisais, je sentais que je récupérais un peu plus de liberté, un peu plus de mon identité. L'appartement, qui me semblait auparavant si minimaliste, a soudainement révélé tous ses attachements cachés. Les livres que mon père m'avait offerts avec des dédicaces qui semblaient autrefois significatives, se montraient maintenant comme des gestes performatifs. Les photos de famille où mon sourire n'atteignait jamais mes yeux. Les cadeaux de Noël qui reflétaient ce qu'ils souhaitaient que je sois plutôt que qui j'étais réellement. J'ai gardé seulement ce qui comptait vraiment, mon équipement informatique, les vêtements que j'avais choisis pour moi-même et non pour plaire aux autres, les livres qui avaient façonné ma façon de penser. Et une petite boîte de souvenirs authentiques, le pompon de ma remise de diplôme universitaire, une pierre d'une randonnée en solitaire dans le New Hampshire, une carte d'anniversaire de Marcus qui disait simplement « fier de te connaître ». Le reste, je l'ai donné ou vendu, me débarrassant des couches d'une vie construite autour de la recherche d'une approbation qui n'arriverait jamais. Lors de mon dernier tour de l'appartement vide, mes pas résonnaient contre le parquet en bois. La lumière du soleil entrait par les fenêtres nues, illuminant des murs désormais dépouillés de cadres et de souvenirs. Cet espace qui avait été témoin de mes tentatives de construire une vie indépendante tout en tournant encore autour des attentes de ma famille, était maintenant vide.
Une toile blanche pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Je me suis arrêté à l'entrée une dernière fois, les clés lourdes dans ma main. Le symbolisme ne m'échappait pas. Ces clés avaient représenté la réussite, la stabilité et l'âge adulte. Maintenant, elles représentaient autre chose, l'incarnation physique des liens que je décidais de rompre. Au bureau du gérant de l'immeuble, je les ai rendus avec un étrange sentiment de cérémonie. Quand la porte s'est refermée derrière moi, j'ai eu l'impression d'un point final, le point à la fin d'un chapitre que je n'avais pas réalisé que je devais terminer. Le même après-midi, j'ai envoyé un bref courriel formel à mes parents. Comme demandé, je n'assisterai pas au mariage de Stéphanie. Pour m'assurer que ma disparition soit complète et ne cause pas de complications supplémentaires. J'ai pris des mesures pour me retirer des enchevêtrements financiers familiaux. Mon appartement a été vendu. Veuillez adresser toute communication nécessaire par l'intermédiaire de mon avocat, dont les coordonnées sont jointes. Je souhaite à Stéphanie du bonheur dans son mariage. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de profond. Je ne rompais pas seulement avec ma famille, je réclamais ma vie. Chaque décision, chaque objet, chaque signature sur des documents légaux, tout était une façon de récupérer la liberté que je m'étais refusée pendant trop longtemps. Je m'attendais à des protestations immédiates, des appels téléphoniques en colère ou des exigences d'explication. Au lieu de cela, le silence s'est prolongé pendant des semaines. Pas d'appel, pas de courriel, pas de message texte demandant où j'étais allé ou pourquoi j'avais pris des mesures aussi drastiques. Leur silence confirmait ce que leurs paroles avaient déjà suggéré. Mon absence était, en fait, le cadeau qu'ils préféraient. Pendant ces semaines, j'ai systématiquement effacé mon empreinte numérique là où elle se connectait avec la famille. J'ai supprimé les comptes de réseaux sociaux qu'ils suivaient. J'ai changé mon adresse email et mon numéro de téléphone, ne fournissant les nouvelles informations qu'à ceux en qui j'avais vraiment confiance. J'ai mis en place une redirection de courrier vers une boîte postale en attendant de décider où déménager. Marcus a été la seule personne à qui j'ai tout raconté. Lors d'un dîner chez lui, loin de toute connexion familiale, je lui ai relaté toute l'histoire. Jésus, Julius, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Ça va au-delà du dysfonctionnel. C'est de l'abus émotionnel. Vraiment ? Ai-je demandé, sincèrement incertain. Des années de normalisation avaient effacé ma compréhension de ce qu'est une dynamique familiale saine. Oui, a-t-il dit fermement. Des parents normaux ne demandent pas à leur fils de disparaître, peu importe l'enjeu. Sa validation a libéré quelque chose en moi, un soupir contenu que je n'avais pas réalisé que je retenais. Pour la première fois depuis ce dîner, je me suis permis de pleurer. Mes épaules tremblaient de la peine de perdre non seulement les liens actuels avec ma famille, mais aussi l'espoir qu'ils me voient et m'acceptent un jour vraiment. Marcus s'est assis à côté de moi, la main sur mon épaule, sans rien dire, parce qu'il n'y avait rien à dire. Dans son soutien silencieux, j'ai trouvé plus de famille que je n'en avais jamais eu dans la maison où j'ai grandi. À l'approche de la date du mariage, j'ai reçu le premier contact du cercle familial, non pas de mes parents ni de ma sœur, mais de mon cousin Tyler. Ils disent à tout le monde que tu as fait une dépression nerveuse et que tu as eu besoin de te retirer de la vie publique, m'a-t-il écrit. Je voulais juste que tu connaisses le récit qu'ils créent. Je les remerciais pour l'information, mais je me sentais étrangement impassible. Leur histoire en disait plus sur eux que sur moi. Leurs mots, leurs inventions et leurs attentes ne pourraient jamais définir qui je suis vraiment. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de corriger l'histoire ni de défendre ma réputation auprès de leur cercle social. Leur opinion, et celle de quiconque croirait un tel récit sans le remettre en question, n'avait plus d'importance. La veille du mariage, j'ai pris une chambre dans un petit chalet dans les bois du Vermont, loin de tout signal de téléphone portable ou d'internet. Le symbolisme n'était pas fortuit. Pendant qu'ils célébraient une union construite en partie sur les apparences et l'ascension sociale, je me connecterais à quelque chose de réel et d'immuable. Debout sur le porche du chalet cet après-midi-là, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de tons orange et violets, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Pas le bonheur, pas encore, mais la certitude tranquille d'avoir pris la bonne décision. Ce qui viendrait ensuite serait construit sur la vérité, non sur l'apparence, sur la réalité, non sur la tromperie. J'avais disparu comme il me l'avait demandé, mais dans cette disparition, je commençais à me trouver moi-même. Le jour du mariage de Stéphanie, je me suis réveillé avant l'aube dans le chalet du Vermont. Les montagnes étaient couvertes par la brume matinale,
créant un paysage presque d'un autre monde qui correspondait à mon étrange état émotionnel. Aujourd'hui, ma sœur allait épouser l'homme de la famille à laquelle mes parents avaient toujours voulu appartenir, et je serais visiblement absent, un fantôme dans la célébration. Présent seulement dans les chuchotements sur la raison pour laquelle le frère de la mariée n'était nulle part. J'ai passé la matinée à faire de la randonnée, poussant mon corps sur des sentiers escarpés jusqu'à ce que mes muscles brûlent et que mon t-shirt soit trempé de sueur malgré l'air frais. L'effort physique a empêché mon esprit d'imaginer des scènes du mariage, la fière marche de mon père avec Stéphanie dans l'allée, le sourire larmoyant de ma mère pendant les vœux, la chaise vide à la table familiale que personne ne reconnaîtrait. Dans l'après-midi, j'étais monté assez haut pour perdre complètement le signal du téléphone. Assis sur un rocher surplombant la vallée, j'ai ressenti une sensation particulière de légèreté. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement libre des attentes, des obligations et des déceptions familiales. La sensation était à la fois terrifiante et exaltante. Quand le soleil a commencé sa descente, je suis retourné au chalet. Juste en arrivant dans la clairière, j'ai vu une voiture familière garée à côté de la mienne. Marcus avait conduit depuis Boston. Il était sur le porche avec un pack de 6 bières artisanales dans une main et une boîte de pizza dans l'autre. « J'ai pensé que tu ne devrais pas être seul aujourd'hui », a-t-il dit simplement. Nous nous sommes assis sur le porche tandis que le crépuscule tombait sur la forêt, buvant de la bière et mangeant de la pizza dans un silence confortable. Finalement, Marcus a parlé. « Tu veux savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» J'ai hésité. « Je ne suis pas sûr de le vouloir. »« Tu n'es pas sûr », a-t-il insisté doucement. « Pas parce que tu regrettes ta décision, mais parce que tu as besoin de tourner la page. » Il avait raison. Bien sûr, la question avait rôdé aux confins de ma conscience toute la journée. Marcus a pris une longue gorgée de sa bière. « J'ai une cousine qui travaille à l'hôtel. Elle m'a envoyé des mises à jour, et je n'ai pas pu m'empêcher de demander. »« Et qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, retenant mon anxiété. « Le chaos », a-t-il dit simplement. Pas la cérémonie elle-même, qui s'est bien passée, mais la réception, c'était une autre histoire. Les gens n'arrêtaient pas de demander après toi, les amis du club de lecture de ta mère, les collègues de ton père. Même la famille élargie de Bradley qui avait entendu parler du frère de Stéphanie qui réussissait dans la tech. Ton absence était remarquable. Je n'avais jamais imaginé que les gens s'en rendraient compte ou poseraient des questions. Dans le récit de ma famille, j'avais toujours été périphérique, facilement explicable. Mais peut-être avais-je existé plus fermement dans la perception des autres de notre famille que dans la mienne. Tes parents n'arrêtaient pas de donner des explications différentes, a continué Marcus. D'abord, c'était une urgence au travail, puis une maladie vague, ensuite un engagement programmé que tu ne pouvais pas rompre. Les histoires se contredisaient, et les gens l'ont remarqué. Une petite partie blessée de moi s'est sentie vengée par cela. Leur tentative de m'effacer avait créé une absence plus visible que ma propre présence ne l'aurait été. Le coup de grâce est venu pendant le toast de Stéphanie, a dit Marcus. Elle avait clairement bu quelques coupes de champagne et a soudainement commencé à parler de combien son grand frère lui manquait, celui qui lui avait appris à faire du vélo. Et de combien elle aurait aimé que tu sois là. Elle a commencé à pleurer et à demander à tes parents pourquoi tu n'étais vraiment pas là. Juste au milieu de son toast, devant tout le monde. J'ai eu un frisson en imaginant la scène. Malgré tout, je ne voulais pas gâcher la journée de Stéphanie. La mère de Bradley a pris le micro et a continué avec son propre toast de manière élégante. Mais le mal était fait, a terminé Marcus. Les gens chuchotaient. Tes parents avaient l'air horrifiés. Je suis resté avec cette information, surpris par mes propres sentiments mitigés, soulagement, douleur, une étrange fierté et une libération que je ne m'attendais pas à ressentir. Pour la première fois, j'ai compris que disparaître ne signifiait pas une invisibilité complète, cela signifiait une présence en absence, d'une manière qu'ils ne pourraient jamais contrôler. Il y avait une certaine satisfaction sombre à savoir que leur récit soigneusement construit s'était effondré, mais aussi un sentiment inattendu de culpabilité pour la publicité de l'événement. « Comment sais-tu tout ça ?» ai-je demandé. « Je t'ai dit que ma cousine travaille à l'hôtel », a répondu Marcus. « Non », ai-je interrompu. « Comment connais-tu les détails du toast de Stéphanie ? Ta cousine n'aurait pas pu entendre ça depuis la cuisine. » Marcus a détourné le regard un instant. « J'y étais. »« Quoi ? Comment ? » ?»« Bradley m'a invité, a-t-il admis. « Nous étions dans la même école préparatoire,
tu te souviens? Quand il a appris que j'étais ton meilleur ami, il m'a appelé et m'a demandé de venir. Je pense. Je pense qu'il voulait que quelqu'un soit là pour toi, d'une certaine manière. Cette révélation m'a laissé pantois. Bradley, que j'avais catalogué comme un autre mondain obsédé par le statut, avait montré plus de considération pour mes sentiments que mes propres parents. Tes parents t'ont vu là-bas? Oh, oui, Harry Marcus. Ton père a failli s'étouffer avec son champagne. Ta mère a essayé de me coincer pendant le cocktail pour me soutirer des informations sur où tu étais. J'ai fait l'idiot. Nous sommes de nouveau restés en silence, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel qui s'assombrissait. Le mariage devait être terminé maintenant. Stéphanie et Bradley seraient en train de danser, de couper le gâteau, de se préparer à partir en lune de miel. Mes parents seraient en train de réseauter avec les relations de la famille Whitmore, peut-être déjà en train de transformer le moment de ma sœur en leur propre opportunité d'ascension sociale. Et moi, j'étais là, sous le vaste ciel du Vermont, sentant les premières et fragiles pousses de liberté prendre racine. Et maintenant, a demandé Marcus finalement. Maintenant, ai-je dit, je construis quelque chose de nouveau. Les semaines qui ont suivi le mariage se sont écoulées dans un étrange calme suspendu. Je suis resté dans le Vermont, prolongeant la location du chalet de mois en mois pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes. Les bénéfices de la vente de mon appartement m'ont donné un répit financier, et mon entreprise a accepté que je travaille temporairement à distance. Puis, 17 jours après le mariage, le silence a été rompu. Mon téléphone, le nouveau numéro que seules quelques personnes avaient, s'est allumé avec un message de Tyler. Alerte, le barrage a cédé. Attends-toi à être contacté. En quelques heures, ma boîte de réception a été inondée. D'abord, celui de la tante Patricia. Julius, quel que soit le désaccord que tu as avec tes parents pour manquer le mariage de ta seule sœur, c'est impardonnable. Puis est venu l'oncle Henry. Ton comportement a jeté la honte sur toute la famille. Tes parents méritent mieux. Cousins, parents, amis, même la camarade d'université de ma mère, tous exprimant leur surprise et leur déception face à ma décision, égoïste et immature. Aucun d'entre eux ne savait vraiment ce qui s'était passé. Aucun n'avait pris la peine de demander. Le lendemain, le premier contact direct est arrivé, un email de mon père. Julius, ton acte théâtral de disparition a eu l'effet désiré. Embarras maximal pour ta mère et moi. Si ton intention était de nous punir pour avoir suggéré un petit ajustement pour le jour spécial de ta sœur, tu as réussi au-delà de toute imagination. Les Whitmore ont été compréhensifs. Mais nous ne nous remettrons peut-être jamais des dommages causés à d'autres relations importantes. Tu es allé trop loin. Vendre ton appartement, te retirer des comptes familiaux. Ce sont les actions de quelqu'un qui fait une dépression. Pas d'un adulte rationnel. Nous attendons que tu répondes immédiatement à cet email avec ton adresse et ton numéro de téléphone actuel. Ce caprice d'enfant a assez duré. Papa. Ces mots disaient tout. Aucune reconnaissance qu'il m'avait demandé de disparaître pour toujours. Aucune acceptation qu'il m'avait rejetée, et non l'inverse. Pas d'excuses, seulement de la colère parce que j'avais pris leurs mots au sérieux et agi en conséquence. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, ma mère a essayé. Chérie. Nous sommes inquiets pour ton bien-être. Cette réaction extrême suggère que tu pourrais être confronté à des problèmes de santé mentale. Nous ne voulons que le meilleur pour toi et pouvons te recommander plusieurs excellents thérapeutes à Boston. Stéphanie est dévastée par ton absence. Elle est rentrée plus tôt de sa lune de miel parce qu'elle était trop affectée pour profiter de Bora Bora. Est-ce cela que tu voulais? S'il te plaît. Rentre à la maison pour que nous puissions en discuter en famille. Quel que soit le malentendu, je suis sûr que nous pouvons le résoudre ensemble. Avec amour, maman. Le gaslighting était si transparent qu'il aurait été risible si ce n'était pas si douloureux. L'insinuation que j'avais mal compris leur demande explicite de disparaître. L'implication que ma réaction indiquait une instabilité mentale plutôt qu'un respect de soi. La manipulation émotionnelle concernant Stéphanie. Tout était si familier. Je n'ai pas répondu à cet email non plus. Finalement, c'est Stéphanie qui m'a contacté directement. Julius, je ne comprends pas ce qui se passe. Maman et papa ne me donnent pas de réponse claire sur la raison pour laquelle tu n'es pas venu à mon mariage. Ils n'arrêtent pas de dire que tu traverses quelque chose, mais ils ne veulent rien expliquer.
Quoi qu'ils aient fait ou dit. Je suis désolé. Je sais comment ils peuvent être. Mais mon frère me manque. S'il te plaît, parle-moi. Steph. Son message m'a fait marquer une pause. Il y avait une confusion authentique, ce qui suggérait que nos parents ne lui avaient rien dit de notre conversation de cette nuit-là. Peut-être qu'elle ne savait vraiment pas ce qui s'était passé. Après mûre réflexion, je lui ai envoyé une brève réponse. Stéphanie, demande-leur quel était, selon eux, le plus grand cadeau que je pouvais te faire pour ton mariage. Demande-leur directement et insiste pour qu'ils te donnent une réponse honnête. Je suis heureux que tu aies trouvé le bonheur avec Bradley. Julius. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle pendant 2 mois. Pendant ce temps, grâce à Tyler, j'ai été mis au courant du drame familial qui continuait de se dérouler. Les Whitmore, loin de se montrer compréhensifs face à mon absence, avaient été profondément mal à l'aise avec les explications contradictoires de mes parents. Le père de Bradley avait directement demandé au mien s'il y avait des problèmes de santé mentale dans la famille dont il devrait être au courant. Les tentatives de mes parents de s'intégrer dans le cercle social des Whitmore s'étaient arrêtées. Plusieurs invitations n'étaient mystérieusement jamais arrivées. Plus surprenant encore, Stéphanie avait apparemment commencé à défier nos parents comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Selon Tyler, elle les avait confrontés lors d'un dîner de famille, exigeant de savoir exactement ce qu'ils m'avaient dit. Quand ils ont minimisé leurs paroles, elle s'est levée et est partie la première fois qu'elle les avait ouvertement défiés. Alors que l'été se transformait en automne, j'ai pris ma décision. J'ai accepté une offre d'emploi dans une entreprise technologique à Seattle, aussi loin de Boston que je pouvais raisonnablement aller tout en restant aux États-Unis contigus. J'ai trouvé un appartement dans un gratte-ciel du centre-ville avec des fenêtres du sol au plafond et des vues sur le Puget Sound. J'ai commencé à construire une vie complètement séparée des attentes et des limites de ma famille. Et pourtant, l'ombre persistait. Dans les moments calmes, la douleur ressurgissait de manière inattendue en déballant un livre que mon père m'avait donné et qui s'était accidentellement retrouvé dans mes cartons, en entendant une chanson qui me rappelait les voyages en voiture de mon enfance. Ou en voyant une femme qui ressemblait à Stéphanie dans un café. Ces moments sont devenus moins fréquents au fil des mois, mais ils n'ont jamais complètement disparu. 6 mois après le mariage, alors que je m'installais dans ma nouvelle vie à plus de 3000 miles de distance, j'ai reçu un autre email de mon père. Le premier contact après des mois de silence. Julius, ta mère et moi avons réfléchi aux événements récents. Il se peut que nous ayons parlé précipitamment concernant ta présence au mariage de Stéphanie. Si nos paroles t'ont causé de la peine. Ce n'était pas notre intention. Nous aimerions ouvrir un dialogue pour rétablir le contact. Thanksgiving approche, et ton absence serait remarquée. Salutations, papa. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient réellement dit. Pas d'excuses sincères, et toujours préoccupé par les apparences. Mon absence serait, remarquée, plutôt que ressentie ou regrettée. J'ai fermé l'email sans répondre et j'ai regardé l'horizon de Seattle, ses lumières scintillant dans le ciel du soir. Leurs mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser comme avant. J'avais disparu comme ils l'avaient demandé. Mais dans cette disparition, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, le début de ma propre guérison. Seattle m'a accueilli avec sa pluie fraîche et ses ciels gris, une ville où se réinventer semblait faire partie de son ADN culturel. Mon nouveau poste d'architecte de sécurité principal chez Terrasson m'offrait des défis qui gardaient mon esprit occupé et des collègues qui valorisaient mon expertise sans condition ni doute. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je ne travaillais pas pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Mon appartement au 23e étage est devenu une toile pour créer un espace qui reflétait qui j'étais vraiment, et non qui je pensais que les autres voulaient que je sois. Fini les meubles froids et impersonnels qui remplissaient mon appartement de Boston, choisi plus pour impressionner que pour en profiter. À la place, j'ai choisi des pièces qui me procuraient un réel plaisir, un fauteuil en cuir usé parfait pour lire, des étagères industrielles exposant ma collection éclectique de manuels techniques et de romans de science-fiction. Et de l'art abstrait aux couleurs qui me donnaient de l'énergie plutôt que du calme. 3 mois après mon déménagement, Marcus est venu me rendre visite, sifflant d'admiration en contemplant la vue sur le Puget Sound depuis mon salon. Cet endroit, c'est vraiment toi, a-t-il demandé en passant la main sur la table à manger en bois recyclé que j'avais commandé à un artisan local. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ai-je demandé. Ton appartement à Boston était comme un hôtel impressionnant, mais impersonnel. Ça, il a fait un geste autour de l'espace, ça porte tes empreintes partout. Ça se sent vivant.
son observation m'a profondément frappé. J'avais passé des années à créer des espaces et une vie conçus pour gagner l'approbation plutôt que pour refléter l'authenticité. Il n'était pas étonnant que rien dans ma vie ne m'ait jamais semblé tout à fait juste. La visite de Marcus a confirmé son rôle de frère que j'avais choisi plutôt que celui avec qui j'étais né. Pendant sa semaine à Seattle, nous avons gravi le mont Rainier, exploré le Pike Place Market et passé les soirées à discuter sur mon balcon avec des bières artisanales locales. Marcus avait quitté un poste à succès dans une société financière de Boston pour me suivre vers l'ouest, acceptant un emploi similaire dans une entreprise de Seattle. Boston devenait ennuyeux de toute façon, m'a-t-il dit lorsque je lui ai exprimé ma culpabilité pour son déménagement. Certaines amitiés valent la peine de traverser le pays pour elles. C'est par l'intermédiaire de Marcus que j'ai rencontré Rachel, une photographe indépendante qui capturait le paysage urbain de Seattle avec un œil qui trouvait la beauté dans des endroits inattendus. Notre premier rendez-vous a commencé par un café, s'est prolongé jusqu'au dîner et s'est terminé par une promenade nocturne le long du front de mer, parlant de tout, de la cryptographie des données au cinéma japonais. Il y avait une facilité entre nous que je n'avais jamais ressentie dans d'autres relations. Pas de calcul, pas de performance, juste une connexion authentique. J'aime que tu dises ce que tu penses, m'a-t-elle dit lors de notre troisième rendez-vous. Pas de jeu, pas d'agenda caché. C'est quelque chose de récent, ai-je admis en partageant une version abrégée de mon histoire familiale. Au lieu de me donner des platitudes ou une sympathie gênée, elle a simplement dit « tant pis pour eux ». Elle l'a dit avec une telle conviction que quelque chose de serré dans ma poitrine s'est détendu. Avec Rachel, je me suis retrouvé à partager des pensées et des sentiments que j'avais auparavant gardés sous clé, craignant des jugements qui ne sont jamais venus. Alors que ma vie personnelle et professionnelle à Seattle s'épanouissait, les nouvelles de Boston arrivaient au compte-gouttes par l'intermédiaire de Tyler, qui était devenu ma connexion inattendue aux événements familiaux. Ces messages arrivaient de manière irrégulière, chacun offrant un aperçu des conséquences de ma disparition. Oncle Henry et tante Patricia ont dîné avec les Whitmore hier soir, a-t-il écrit dans l'un d'eux. Apparemment, la mère de Bradley a posé des questions directes sur la raison pour laquelle tu n'étais à aucune réunion de famille. L'explication de tes parents sur ta retraite pour santé mentale ne convainc plus personne. Un autre message révélait que le cabinet de mon père avait perdu le compte de la chaîne hôtelière Whitmore. On disait que le père de Bradley avait remis en question les « valeurs familiales » de mes parents après avoir entendu des histoires contradictoires sur mon absence. La nouvelle la plus surprenante est arrivée 6 mois après mon déménagement. Stéphanie et Bradley ont invité tes parents à dîner le week-end dernier. Une énorme dispute a éclaté quand Bradley a mentionné qu'il voulait te contacter directement. Ta mère a dit quelque chose sur la loyauté familiale. Apparemment, Stéphanie a répondu quelque chose comme « La loyauté que tu as montrée à Julius. » Ils sont partis avant le dessert. J'ai reçu cette nouvelle avec des émotions mitigées. Il n'y avait aucune satisfaction à voir mes parents faire face à des conséquences sociales, seulement une reconnaissance triste qu'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Plus surprenant encore était la défense apparente de Stéphanie à mon égard. La sœur qui s'était toujours alignée sur les valeurs de nos parents semblait développer sa propre perspective. Mon soupçon a été confirmé 8 mois après le mariage, lorsque j'ai reçu une lettre de Stéphanie. Pas un email ni un SMS, mais une lettre manuscrite sur du papier épais couleur crème. Cher Julius, j'ai demandé à maman et papa ce qu'ils t'avaient dit avant le mariage. Au début, ils ont fait la sourde oreille, disant que tu avais mal interprété leurs paroles. J'ai insisté. Et finalement papa a admis qu'ils avaient suggéré que tu n'assistes pas au mariage parce qu'ils s'inquiétaient de la façon dont la famille de Bradley te percevrait. J'ai été horrifié. Je n'avais aucune idée qu'ils avaient dit quelque chose d'aussi cruel. Je veux que tu saches que je ne leur ai jamais demandé de t'exclure. Quand tu n'es pas venu. Ils m'ont dit que tu avais une urgence au travail. Je n'ai commencé à remettre en question leur histoire que lorsque j'ai vu comment ils changeaient d'explication en fonction de la personne qui demandait. J'ai honte d'avoir mis si longtemps à réaliser ce qui se passait. Vivre dans le monde de Bradley m'a ouvert les yeux sur la toxicité de notre dynamique familiale. Ses parents le traitent, lui et ses frères et sœurs, avec respect. Même quand ils ne sont pas d'accord, ils célèbrent les différences au lieu d'essayer de les effacer. Tu me manques, Julius. Bradley aussi te regrette. Même si vous avez à peine eu la chance de vous connaître. Il dit que sa première impression de toi était que tu étais la seule personne authentique de notre famille. Je comprends si tu ne veux plus rien avoir à faire avec nous. Mais si jamais tu es ouvert à cela.
J'aimerais essayer de construire une relation avec toi, une vraie cette fois, pas la performance que nos parents ont mise en scène. Avec amour et regret, Stéphanie. J'ai lu sa lettre plusieurs fois, les émotions tourbillonnant dans ma poitrine. Il y avait de la douleur qu'elle n'ait pas vu plus tôt comment nos parents m'avaient traité. Il y avait de la colère pour les années d'isolement que j'avais subies pendant qu'elle jouissait de leur approbation. Mais il y avait aussi un espoir fragile que peut-être, juste peut-être, une relation familiale pourrait être sauvée. Après plusieurs jours de réflexion, je lui ai répondu par un bref email, accusant réception de sa lettre et suggérant que nous y allions doucement. La confiance, ai-je écrit, une fois brisée, ne peut être reconstruite que lentement. Notre reconnexion prudente a commencé par des SMS occasionnels, puis des appels toutes les quelques semaines. Stéphanie partageait son propre processus de prise de conscience de la façon dont les valeurs de nos parents avaient façonné ses perceptions et ses décisions, souvent à son détriment. J'écoutais avec de plus en plus d'empathie alors qu'elle me racontait la pression qu'elle avait toujours ressentie pour être parfaite à leurs yeux. Je pense que j'étais si dur avec toi quand nous grandissions parce que j'étais jalouse, a-t-elle admis lors d'un de ses appels. Tu semblais toujours si sûr de toi, si clair sur ce que tu voulais. Moi, j'essayais juste de faire ce qu'il voulait que je sois. Je n'étais pas sûr de moi, les je corrigeais doucement. Non, Stéphanie. J'étais juste plus disposé à les décevoir pour être fidèle à moi-même. Alors que l'hiver se transformait en printemps à Seattle, j'ai commencé à voir une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. La docteure Rivra m'a aidé à reconnaître des schémas que je n'avais même pas remarqués auparavant, la quête constante d'une approbation que je ne recevrais jamais, la croyance intériorisée que j'étais en quelque sorte fondamentalement inacceptable. L'habitude de diminuer mes propres besoins pour accommoder les autres. Vous n'avez pas seulement quitté une situation familiale toxique, a-t-elle observé lors d'une séance. Vous avez rejeté un faux récit sur votre propre valeur. C'est incroyablement difficile et courageux. Grâce à la thérapie, j'ai commencé à comprendre que ma décision de disparaître n'avait pas été seulement une réaction de colère, mais une étape nécessaire pour ma propre guérison. Ce qui avait semblé être une destruction était en fait un déblaiement de terrain pour une nouvelle croissance. Pendant ce temps, Rachel était devenue une partie essentielle de ma nouvelle vie. Contrairement aux relations précédentes, où je construisais soigneusement ma présentation pour faire ce que je pensais qu'un partenaire voulait, avec Rachel, j'étais simplement moi. Elle a emménagé dans mon appartement 10 mois après notre rencontre, ajoutant ses livres de photographie à mes étagères et sa collection d'appareils photo vintage au coin de mon bureau. Je n'aurais jamais pensé vivre au 23e étage, a-t-elle plaisanté en déballant ses affaires. Mais je te suivrai sur la lune si c'est là que tu décides de t'installer. La certitude décontractée de son affection me surprenait encore parfois, la façon dont elle me trouvait digne d'amour sans condition ni exigence. À l'approche du premier anniversaire de mon départ de Boston, j'ai reçu une autre communication inattendue, une lettre manuscrite de mon père. Le poids formel du papier et l'encre de son stylo plume contrastaient fortement avec le contenu étonnamment vulnérable de ses mots. Cher Julius, un homme arrive à un certain âge et commence à évaluer l'œuvre de sa vie. J'ai toujours été fier de mes réalisations professionnelles, du respect de mes collègues et de l'héritage que j'ai construit dans le monde juridique. Ce que je n'avais pas considéré jusqu'à récemment. C'est l'héritage que je construisais au sein de ma propre famille. Stéphanie a clairement fait savoir que ton absence à son mariage n'était pas ton choix, mais le résultat direct de mots que ta mère et moi avons prononcés. Des mots dont j'ai maintenant profondément honte. Il n'y a aucune excuse pour dire à un fils que sa disparition serait un cadeau. Aucune. Je pourrais essayer d'expliquer la pression que nous ressentions des Whitmore ou les aspirations sociales que nous avions placées dans cette connexion. Mais toute explication ne ferait qu'aggraver le mal. J'ai échoué en tant que père. J'ai échoué à voir tes forces uniques, à célébrer ton chemin individuel, à donner l'amour inconditionnel qui est l'obligation la plus sacrée d'un père. Si tu es disposé. J'aimerais avoir l'occasion de m'excuser en personne. Je comprendrai si tu refuses. Ce que j'ai fait est peut-être impardonnable, mais je veux que tu saches que je reconnais la gravité de mon erreur et que je porte ce regret chaque jour. Ton père, Richard Montgomery. La lettre est restée sur ma table basse pendant des semaines. Je l'ai lue et relue, cherchant les nuances manipulatrices que j'attendais désormais de la communication de mon père. Je n'en ai trouvé aucune. La possibilité déconcertante qu'il regrette vraiment ses actions m'a laissé songeur. Après beaucoup de réflexions et plusieurs conversations avec la docteure Rivra, j'ai décidé de faire un pas soigneusement mesuré. Je ne retournerai pas à Boston,
mais j'autoriserai une brève rencontre la prochaine fois que je voyagerai sur la côte et pour le travail. Quand cette opportunité s'est présentée, j'ai suggéré une rencontre avec Stéphanie et mon père, mais pas avec ma mère, qui n'avait pas montré d'initiative similaire. Nous avons choisi un lieu neutre, un restaurant à Cambridge, loin de la maison familiale et des scènes de conflits précédents. La réunion a été programmée pour mai, 13 mois après que j'avais laissé derrière moi mon ancienne vie. À l'approche de la date, je ressentais un calme étrange. Quoi qu'il arrive, je n'étais plus la même personne qui cherchait désespérément l'approbation de gens qui n'étaient pas disposés à la lui donner. J'avais disparu comme on me l'avait demandé, mais dans cette disparition, j'avais enfin commencé à apparaître pleinement pour moi-même. Le restaurant à Cambridge était mon choix délibéré, un endroit chic de style, de la ferme à la table, où mon père se sentirait à l'aise, mais qui n'avait aucune histoire ni association pour aucun de nous. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table dans un coin qui offrait de l'intimité sans isolement. La serveuse m'a guidé vers ma place avec un geste respectueux, et j'ai commandé de l'eau gazeuse en attendant, étrangement calme malgré l'ampleur de la rencontre à venir. Stéphanie est arrivée la première, habillée élégamment mais avec une nervosité dans ses mouvements qui me rappelait notre enfance, quand elle s'agitait avant les récitals de piano, terrifiée de décevoir nos parents. Nous nous sommes brièvement étreints. Un geste encore étrange après des années de distance familiale, suivi de mois de retrouvailles prudentes par téléphone et SMS. « Tu as l'air bien, Jus », a-t-elle dit en étudiant mon visage. Heureux. « Oui, je le suis », ai-je répondu simplement. « Seattle me va bien. Mieux que Boston ne l'a jamais fait. »« Je sais », a-t-elle reconnu avec une clarté surprenante. 5 minutes plus tard, notre père est arrivé, et j'ai été frappé de voir à quel point il avait vieilli en 13 mois depuis la dernière fois que je l'avais vu. Ses cheveux étaient maintenant complètement gris, et de nouvelles rides marquaient son visage. Il s'est approché de notre table avec une hésitation inhabituelle. L'assurance de l'avocat à succès n'était nulle part présente. « Julius », a-t-il dit, la voix un peu rauque, « merci d'avoir accepté cela. » Nous avons entamé une conversation maladroite sur des sujets neutres. La réputation du restaurant, le printemps inhabituellement chaud, mon vol depuis Seattle. L'échange superficiel a continué pendant les entrées. Aucun de nous n'était vraiment prêt à aborder l'éléphant dans la pièce. Finalement, quand les plats principaux sont arrivés, mon père a posé sa fourchette et a pris une profonde inspiration. « Je te dois des excuses », a-t-il dit d'une voix ferme mais contenue. « Ce que ta mère et moi t'avons dit avant le mariage de Stéphanie était impardonnable. Nous avons placé les apparences sociales au-dessus de notre propre fils. Il n'y a aucune justification pour cela, et je n'essaierai pas d'en donner une. » La franchise de sa reconnaissance m'a surpris. Je m'attendais à des esquives, peut-être une tentative de minimiser ou de réinterpréter ses paroles. Au lieu de cela, il a continué avec une honnêteté inébranlable. « Nous nous sommes trompés sur tellement de choses. Julius. Nous nous sommes trompés en valorisant l'approbation des Whitmore au-dessus de ta présence. Nous nous sommes trompés en traitant tes réussites comme si elles étaient moins importantes que les succès conventionnels. Nous nous sommes trompés en essayant de te façonner en quelqu'un que tu n'étais jamais censé être. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Qu'est-ce qui a changé? Il a jeté un coup d'œil à Stéphanie avant de répondre. Plusieurs choses. La réaction des Whitmore, pour commencer. Le père de Bradley m'a appelé dans son bureau la semaine après le mariage et m'a demandé directement, quel genre de père exclut son fils du mariage de sa fille? Apparemment. Bradley lui avait dit la vérité après que Stéphanie se soit confiée à lui. Mais il n'aurait pas dû falloir un jugement extérieur pour que tu reconnaisses que tes actions étaient incorrectes, ai-je commenté. Non, il n'aurait pas dû, a-t-il admis. Mais ce n'était que le début. Après que tu aies disparu, vraiment disparu, j'ai commencé à réfléchir à ce que nous avions perdu. Pas l'appartement que tu as vendu ni les liens financiers que tu as coupés. Mais toi. Ta perspective, ton intégrité. Ton refus de compromettre ton authenticité malgré une pression énorme. Stéphanie a tendu la main et a touché la mienne. Julius, quand j'ai découvert ce qu'il t'avait dit, tout a changé pour moi. J'ai commencé à voir toute notre enfance d'une manière différente. Comment ils t'ont toujours traité comme si tu étais en quelque sorte inférieur, alors qu'en réalité, tu étais juste différent de ce qu'ils voulaient. Ça m'a fait remettre en question toutes les valeurs qu'ils m'avaient inculquées. Ton absence a créé un vide qui nous a forcés à nous examiner nous-mêmes, a ajouté mon père.
Et ce que nous avons vu était profondément inconfortable. J'ai absorbé leurs paroles, cherchant la piqûre familière de la manipulation, mais j'ai trouvé à la place ce qui semblait être un remords sincère. Pourtant, des années de conditionnement me rendaient méfiant. J'apprécie les excuses, ai-je dit avec précaution. Mais les mots sont relativement faciles. On m'a dit de disparaître de la famille pour toujours. Je l'ai pris au sérieux, et j'ai construit une nouvelle vie à l'autre bout du pays. Cela ne peut pas être défait avec une seule conversation. Nous ne nous attendons pas à ce que ce le soit, a dit mon père. Je ne demande pas le pardon, ni que les choses redeviennent comme avant. C'est impossible. Et franchement, avant on n'allait pas bien. J'espère seulement que nous pourrons commencer à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain. Avec des limites appropriées et le respect de qui tu es vraiment. La reconnaissance des limites m'a semblé significative, un concept que le vieux Richard Montgomery aurait rejeté comme un excès de sensiblerie émotionnelle. Peut-être avait-il vraiment changé. Notre conversation s'est poursuivie pendant le dessert et le café, plongeant dans des souvenirs spécifiques et douloureux qui devaient être reconnus. Mon père a écouté sans se mettre sur la défensive pendant que je décrivais l'effet cumulatif d'années de dédain subtil et de critiques ouvertes. Stéphanie a partagé ses propres prises de conscience sur la façon dont elle avait été complice de la dynamique familiale, s'alignant souvent avec nos parents contre moi pour assurer sa position de fille exemplaire. Quand nous avons quitté le restaurant 3 heures plus tard, quelque chose avait changé. Ce n'était pas une guérison miraculeuse ni une réconciliation instantanée, mais une fissure dans le mur de ressentiment par où de nouvelles possibilités pourraient émerger. « Ta mère veut te voir », a dit mon père alors que nous étions sur le trottoir. « Ce sera entièrement ta décision, et à ton rythme, si jamais. » « Je sais », ai-je répondu. Ce respect de mon autonomie était peut-être le signe le plus clair que quelque chose de fondamental avait changé. « Je ne suis pas prêt pour ça », ai-je dit honnêtement. « Je comprends », a-t-il répondu. Et je crois que, peut-être, il comprenait vraiment. De retour à Seattle, j'ai partagé l'expérience avec Rachel alors que nous étions sur notre balcon, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes olympiques de teintes roses et dorées. « Penses-tu que tu te réconcilieras un jour complètement avec eux ?» a-t-elle demandé. « Je ne suis pas sûr que complètement soit possible, ai-je répondu. Mais peut-être que nous pouvons construire une nouvelle relation qui reconnaît le passé sans y être piégé. Et c'est ce que tu veux. » J'ai réfléchi attentivement à sa question. Ce que je veux, c'est vivre authentiquement, sans le poids de leurs attentes ou de leur désapprobation. S'ils peuvent respecter cela, alors oui, j'aimerais une sorte de connexion familiale. Sinon, j'ai déjà prouvé que je pouvais prospérer sans. Rachel a serré ma main. C'est la différence maintenant. Avant, tu avais besoin de leur approbation. Maintenant, tu es prêt à accepter leur présence, mais seulement à des conditions qui respectent qui tu es vraiment. Son commentaire a clarifié quelque chose d'important dans mon esprit. Ma disparition n'avait pas été seulement un acte de rupture, mais d'affirmation de soi. En m'éloignant, j'avais trouvé le courage de me définir selon mes propres termes. Au cours des mois suivants, de nouvelles connexions se sont formées, toujours avec prudence. Les appels hebdomadaires avec Stéphanie ont évolué vers un soutien fraternel authentique. Les emails occasionnels avec mon père se concentraient principalement sur des sujets neutres, mais touchaient de temps en temps à des questions plus significatives. Il n'y a eu aucun contact avec ma mère, qui restait incapable ou peu disposée à reconnaître son rôle dans ce qui s'était passé. 6 mois après notre réunion à Cambridge, Stéphanie et Bradley ont visité Seattle pour découvrir ma nouvelle vie, mon appartement avec ses vues spectaculaires, mon bureau chez Terrasson où j'étais maintenant un cadre respecté, et mes endroits locaux où l'on me connaissait par mon nom. C'était comme boucler une boucle. Ils ont rencontré Rachel, et nous 4 avons passé un week-end à explorer la ville et la beauté naturelle environnante. Lors de notre dernière soirée, alors que nous partagions une bouteille de vin de Washington sur mon balcon, Bradley a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. « Tu sais, quand j'ai rencontré ta famille, j'ai pensé que tu étais l'intrus. Maintenant, je réalise que tu étais juste le premier assez courageux pour briser un schéma toxique. » Stéphanie a suivi ton exemple, à sa manière. Ma sœur a hoché la tête. C'est vrai. Te voir te choisir toi-même, ton vrai toi, au lieu de chercher leur approbation, m'a donné la permission de tout remettre en question. J'y travaille encore. Mais je reconnais de mieux en mieux quand je prends des décisions pour leur plaire et quand ce sont des décisions qui correspondent vraiment à mes propres valeurs. Cette nuit-là, après leur départ pour l'hôtel,
Rachel m'a trouvé en train de regarder de vieilles photos de famille que j'avais gardées dans une boîte mais que je regardais rarement. Des doutes, a-t-elle demandé doucement. Non, ai-je dit. J'apprécie juste le chemin parcouru. Il y a 1 an et demi, on m'a dit que le meilleur cadeau que je pouvais leur faire était de disparaître. Je n'avais aucune idée qu'en disparaissant de leur récit, j'apparaîtrais enfin pleinement dans ma propre vie. J'ai rangé les photos dans la boîte, sans les jeter, mais en les remettant dans leur juste perspective. C'étaient des souvenirs d'un passé qui m'avait façonné, mais qui ne me définissait plus. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une offre d'emploi d'une grande entreprise technologique en Californie, un poste prestigieux qui ferait beaucoup avancer ma carrière. Avant, j'aurais probablement angoissé en pensant à la manière dont ce déménagement affecterait ma fragile réconciliation familiale. Maintenant, j'ai évalué l'opportunité uniquement pour ce qu'elle signifiait pour ma croissance professionnelle et mon bonheur personnel. Quand j'ai accepté le poste, j'en ai informé mon père et Stéphanie de manière simple, sans anxiété quant à leur réaction. La réponse de mon père a été directe. Félicitations. Cela semble parfait pour tes talents. Pas de culpabilité, pas de manipulation, pas de suggestion subtile que je m'éloignais davantage des obligations familiales. Alors que Rachel et moi nous préparions à déménager en Californie, j'ai réfléchi à la vérité profonde que j'avais découverte sur ce chemin douloureux. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions nous faire est le courage de disparaître des perceptions limitantes des autres pour finalement apparaître authentiquement dans notre propre vie. La famille dans laquelle je suis né m'a demandé de disparaître. Mais en le faisant, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, la capacité de me tenir fermement dans ma propre vérité, entouré de personnes qui me valorisent exactement tel que je suis, non pas malgré mes différences, mais grâce à elles. Avez-vous déjà eu à vous éloigner de quelque chose de familier pour découvrir votre vrai vous? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires. Si cette histoire a résonné en vous, mettez un like et abonnez-vous pour plus de récits sur comment trouver la force dans les moments difficiles. Rappelez-vous, parfois les décisions les plus difficiles, comme fermer une porte pour toujours, mènent au plus beau commencement. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle apportera de la valeur à quiconque fait face à ses propres décisions difficiles concernant la famille, l'authenticité et l'estime de soi.